50 km de Marseille, sur la base aérienne d'Istres, nous allons explorer un univers très peu connu, les essais en vol. Ici, dans le plus grand secret, on développe les prototypes d'avions civils et militaires de demain. Le commun des mortels ne voit pas ça. Et c'est vrai que moi, ça me met encore des étoiles dans les yeux. Hein. Quand on entend le bruit du Rafale qui démarre, c'est... On exerce tous un métier passion, du mécanicien au pilote, en passant par l'ingénieur. C'est un peu le propre des essais en vol. C'est un métier qui permet déjà de faire voler pour la première fois un avion, qui par la suite permet de pousser l'avion dans toutes les limites, que ce soit très haut, très bas, très vite, très lent, afin de pouvoir être sûr que les limites que l'on va donner à l'utilisateur sont saines et qu'il ne va jamais se cracher avec l'avion. C'est la première fois qu'on va aller à cette vitesse, la première fois qu'on va aller à cette altitude, la première fois qu'on va décrocher à cette altitude. Ils font que des premières. Donc avec des premières, il y a un niveau de risque associé. Là où tu te sens menacé, tu l'es rarement. En revanche, quand tu te sens en sécurité, tu l'es pas forcément. Décollant de la plus longue piste d'Europe, avec ces hommes et ces femmes, nous allons nous régaler des splendeurs de la Provence, vues du ciel. C'est une région qui est un petit peu particulière. Elle est assez extraordinaire point de vue des paysages rencontrés parce qu'ils sont extrêmement diversifiés. La Camargue, c'est fabuleux parce qu'il y a énormément d'eau, de lacs, de retenues d'eau avec des couleurs fantastiques. Il y a énormément de paysages qui sont d'une beauté extraordinaire. C'est absolument magique. On décolle de Istres, une base où tout est un petit peu désert, couleur sable autour de nous. Et puis là, on se retrouve à un endroit où tout est rose. Donc c'est absolument phénoménal. Aux portes de la Camargue, tout le monde a vu ou entendu passer l'un de ces avions. Nouvelle forme, altitude et vitesse peu habituelles, manœuvres parfois spectaculaires. Ces prototypes viennent tous de la base 125 de l'armée de l'air à Istres. C'est ici que l'avionneur Dassault développe ses nouvelles générations d'avions. Un lieu qui recèle des secrets industriels et militaires jalousement gardés. Exceptionnellement, nous avons pu y pénétrer pour partager le quotidien de ceux et celles qui écrivent l'histoire de l'aviation. Ce matin, dans le hangar des avions civils se tient un briefing bien particulier. L'équipe des essais en vol doit prouver que le prototype du dernier avion d'affaires est capable de s'arrêter au moment le pire, c'est-à-dire au décollage, comme s'il y avait une panne ou un obstacle en travers de la piste, par exemple. Si j'ai bien compris, taxiage 5 km, vous rentrez sur la piste. Lors d'un décollage à masse élevée, on est à des vitesses qui sont significativement supérieures à 300 km/h. Donc on arrête une machine à plus de 300 km/h, à plus de 35 tonnes. Et donc forcément, c'est une énergie énorme qui doit être absorbée par les 4 roues. Un avion, ça a 4 roues. Et on doit démontrer que l'avion s'arrête et que les freins et l'environnement des freins ne prend pas feu. Si on devait prendre une analogie, finalement, on freine un poids lourd qui roule à la vitesse d'une Formule 1. Mais qui a seulement 4 roues. Il y a du monde, hein. Oh là 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 là. Ça arrive bien avec vous. Ça va les gars. À fort. Bonjour. Bonjour. Tom est pilote d'essai. Ancien pilote de chasse dans la marine, il est désigné pour être le commandant de bord de cet essai périlleux. C'est les essais les plus dangereux, c'est ceux qui sont près du sol, avec des choses qui peuvent mal se passer. En particulier s'il y a une petite erreur, typiquement on freine à une vitesse un peu plus élevée que prévu. Donc là il y a plus d'énergie, donc là les choses s'aggravent derrière. Donc ça effectivement c'est pas une situation d'avenir pour nous. C'est parfait, c'est très propre, merci Steven. Arnaud a pris place dans la salle d'écoute, centre de contrôle d'où il dirige l'opération, avec l'image et le son de l'avion en temps réel. Ouais. À bord du Falcon, Tom est prêt à mettre plein gaz et c'est Damien, son copilote,
qui lui donnera le signal à 300 km/h pour le freinage d'urgence. Accélération 33, good. Speed alive. Oui. L'avion a vraiment bien freiné. Ouais. Je coupe les moteurs, ça te va? C'est bon, tu peux couper les moteurs. 1, 2, 3. L'essai est réussi. Vous pouvez maintenant arroser les freins. Bien qu'ils aient atteint une température de 2000 degrés, les freins n'ont pas pris feu. Par sécurité, les pompiers les refroidissent. Pour l'équipage, c'est la fin de la mission. Que ce soit un avion de ligne, un avion de combat, un avion d'affaires, on veut s'assurer, avant de le mettre en service, qu'il sera à la fois sûr, donc que cet avion pourra voler en sécurité, à la fois pour les gens qui sont transportés dans l'avion et puis pour les gens qui sont survolés, et aussi que cet avion soit performant, qu'il réalise sa mission de manière efficace. Il y a toujours une part d'aventure parce que par nature, nos essais sont des essais de développement, donc on va explorer un domaine. On utilise encore d'ailleurs le mot aujourd'hui, on va explorer un domaine de vol. Donc il y a cette partie d'inconnu. Aujourd'hui, même avec toute la technologie, il y a encore besoin de savoir ce que le pilote ressent. Quand on dit ouverture d'un domaine, un premier vol, c'est une ouverture de domaine puisque l'avion n'a jamais volé. Ensuite, une fois que l'avion a volé, de l'emmener à Mach 0,97, alors que l'avion est prévu d'être utilisé à Mach 0,9, c'est une ouverture de domaine. Ah, pour le pilote d'essai, c'est l'ouverture de domaine qui est le Graal pour le pilote d'essai. Pourquoi? Parce que déjà, faire quelque chose que personne n'a fait, c'est toujours extrêmement plaisant. On est des gamins, voilà. Si les essais en vol se font à Istres, ce n'est pas par hasard. Dans les années 60, Serge Dassault, alors ingénieur d'essai, décida de mettre à profit les nombreux atouts de cette base militaire, et notamment sa piste d'atterrissage à la longueur hors norme de 5000 mètres, par ailleurs utilisée par la NASA comme piste de secours pour la navette spatiale américaine. On a un espace aérien, un terrain de jeu, un terrain de travail qui est très, très pratique pour faire nos essais au départ de Istres, parce qu'on décolle et puis on a tout de suite des zones à l'ouest, la plaine de l'Accro, qui sont assez peu habitées, donc qui permettent de faire des essais éventuellement à risque ou qui font du bruit, à répétition, sans gêner trop les populations. On a aussi la proximité de la Méditerranée, qui est très intéressant pour aller faire des vols supersoniques, par exemple, avec le Rafale. Quand on peut prendre un petit peu de recul à certains moments dans le vol, à la fois profiter du paysage et puis profiter simplement du vol, c'est vrai qu'on se sent très privilégié. « 60 ans après, dans ces hangars, le travail des essais en vol continue. À Istres, on ne fabrique pas les avions, on teste les nouveaux et on améliore les anciens. 600 personnes, ingénieurs, mécaniciens et pilotes, travaillent ensemble pour mettre au point les prototypes. Ici, la moindre erreur de calcul ou de réglage pourrait avoir des conséquences dramatiques. Voir un peu l'arme de la boxe. À voir, tu vas dans le bruit. Du point de vue purement ingénieur, l'essai est simple. Tu accélères, tu freines à une vitesse donnée, et tu t'arrêtes, tu freines plein pot, c'est terminé. Du point de vue pilote, ça va peut-être être un peu plus compliqué parce qu'il ne faut pas qu'il rate la vitesse au nœud près, il faut qu'il fasse la bonne action au bon moment. Donc, il y a une complémentarité et à un moment donné, si l'ingénieur s'est trompé ou si il donne trop de paramètres au pilote à surveiller, ben, il y a un moment, le pilote va juste dire « Attends, tu es en train de me dire n'importe quoi, c'est comme si tu me demandais de conduire sur la route en même temps que je fais un SMS sur mon portable, ça se fait pas. » Je regardais bien. Non, les résultats sont... voilà, ça s'est déroulé comme on avait prévu que ça se déroule. Ouais. C'était dégonflé pendant le virage, peut-être que j'aurais senti des choses. Mais... Nous, on cherche les mêmes qualités chez les pilotes que chez les ingénieurs ou chez les mécaniciens. On cherche des bons dans leur métier, capables d'écouter, d'apprendre,
et de travailler avec les autres, de savoir prendre en compte l'opinion des autres. Celui qui sait tout et qui est omniscient, il ne nous intéresse pas. Aux essais en vol, on recrute d'anciens pilotes militaires, parmi les meilleurs de l'armée de l'air et de l'aéronavale, pour pouvoir pousser les avions de chasse à leurs limites, et parfois plus. Avant chaque vol, le pilote fait le tour de son avion avec le chef mécano. Entre rituel et superstition, il est hors de question de sauter cette étape. Ce matin, Duche part pour un essai très physique. Il va tester les hautes vitesses sur la dernière version du Rafale. Tango Delta, piste 15. 2800 mètres. Je décolle Tango Delta. 2, 1, top, PC. Ok, les PC sont bonnes. 0,75, j'achète. C'est parti. Pour cet essai, Duche réalise des figures qui vont permettre à l'avion de violentes accélérations en un temps très court, des manœuvres à la limite de la douleur et même au-delà. On se sent complètement tassé dans le siège. On sent le flux sanguin qui se déplace vers les membres inférieurs, vers les bras. Souvent, on a des douleurs au niveau des avant-bras. Parfois, si on est mal préparé, si on anticipe mal en fait, le facteur de charge en contractant les abdominaux, on peut très bien avoir un champ visuel qui se rétrécit. L'effet redouté, c'est la perte de connaissance. Plus on fait tourner l'avion à fort facteur de charge, plus le corps subit une pression extrêmement forte. On peut pratiquement subir 10 fois son poids sur un Rafale. Donc si on tire un facteur de charge de 10 G, voire 11 G, une tête qui fera 2 kg, elle peut en peser 22 ou 23 kg, ce qui est absolument énorme. Et le corps, c'est la même chose. Si on fait 80 kg, eh bien, le corps peut faire 800 kg et on subit une pression de 800 kg sur le corps. Assez physique. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est pas une question de surhomme ou quoi que ce soit, on est tout à fait normaux, c'est une question d'entraînement et d'accoutumance. C'est-à-dire que quand on n'en fait pas pendant une semaine ou 15 jours, le retour est difficile. On sent que ça tire un petit peu. Après ça revient très vite et le fait de le pratiquer régulièrement, on ne peut pas en faire en dilettante si tu veux. Donc quand on s'arrête, il vaut mieux s'arrêter complètement et pas continuer un petit peu. Parce que continuer un petit peu, c'est pas optimum. Là, on est à Marseille, dans le Vallon des Offres. Moi, c'est un endroit où je viens toujours courir ici. Et c'est vrai que pour ça, Marseille est absolument magnifique. J'aime beaucoup courir, c'est un élément qui est important pour moi, ça me défoule beaucoup. Et puis aussi, comme j'ai un petit peu plus de 50 ans maintenant, il faut rester en bonne santé. On a des visites médicales tous les 6 mois. C'est électrocardiogramme, c'est la vue, c'est l'ouïe. Alors la vue, forcément, on ne peut pas avoir la vue qu'on a quand on a 20 ans. Par contre, le cœur, etc., le poids, c'est des choses que les médecins n'aiment pas trop. Et j'ai un grand challenge, c'est d'arriver toujours au même poids. Et donc pour arriver au même poids, je cours. Comme Duche et tous ses collègues pilotes d'essai, Tom a été pilote de chasse. Pendant 20 ans dans l'aéronavale, sa deuxième maison était un porte-avions. À mi-carrière, il a eu le courage de reprendre ses études pour présenter le concours de l'Epner à Istres, l'une des 3 écoles au monde où sont formés les pilotes d'essai. Puis Dassault Aviation lui a proposé de rejoindre l'équipe de ses essais en vol.
Avoir l'industriel qui vous appelle pour vous dire on aimerait bien travailler avec toi pour les 20 prochaines années, ça c'est une chance exceptionnelle. Donc je dirais que ça demande beaucoup de motivation pour réussir à faire ce boulot-là et avoir la chance de piloter des avions de chasse à plus de 50 ans. Pendant un an, pour préparer ce concours, vous faites des maths à très haut niveau, hein, c'est niveau maths sup, maths spé, alors qu'on a déjà 30 ou 35 ans. Donc ça c'est quelque chose de très pénible. Des épreuves en vol. Il faut se replonger un bouquin pendant un an et c'est ce que, en fait, finalement, dans le concours, c'est ce que veulent voir les gens de l'école des pilotes d'essai, c'est est-ce qu'on est capable de se remettre en question. Voilà. Et donc de se remettre au boulot. Et ça a été un moment très difficile. Pour tous ceux qui passent le concours, c'est un moment qui est très difficile. C'est au milieu de ta carrière de pilote de chasse. On retourne à l'école, on fait le métier de pilote d'essai, on retourne après dans les forces. Et puis ensuite, si on a de la chance, après on est sélectionné chez Dassault pour faire pilote d'essai et continuer finalement ce boulot passionnant jusqu'à 62 ans. Pour beaucoup de pilotes, le vol est une passion chevillée au corps, un rêve de gosse qui ne les quitte jamais. Après sa journée de travail, Duche nous emmène un peu plus loin dans son univers. Regarde, hop, patrouille de France. C'est beau, hein? Voilà, regarde, c'est bien, synchronisation parfaite. En fait, je suis né dans le Nord, je suis ch'ti, et tous les ans, il y avait un gros meeting sur la base de Kiev, et on y allait avec mon papa, et j'y ai vu des avions absolument fabuleux. J'ai vu une fois le SR-71, ça a été un grand moment de mon enfance. Plus bien sûr tout ce qui est F-15, F-16, Tornado, Mirage. Et donc on allait regarder ça dans cette ambiance de meeting avec les barbecues et les saucisses grillées. C'est là que le rêve a germé. Alors j'avais personne de ma famille dans le militaire et personne dans l'aviation. Donc il a fallu trouver le chemin. Le chemin, ça a été les classes préparatoires, maths sup, maths spé, et ensuite le concours de l'école de l'air. Et donc c'était pour moi qui n'avait pas forcément des fonds illimités, un bon moyen, puisque dès qu'on rentre dans l'armée de l'air et de l'espace, à l'école de l'air, on est complètement pris en charge, même pour ce qui est des heures de vol. Et ça a été une découverte complètement à la hauteur de ce que j'attendais, quoi. On va aller faire du Stearman, un avion en l'occurrence qui date des années 40. Celui-là, il est sorti en 1942 de ses ateliers et qui servait d'entraînement initial pour les apprentis pilotes de chasse américains et de plein d'autres pays aussi. Ce matin, on faisait un tour de Rafale. On faisait du Rafale F4, dernier standard pour l'armée de l'air. Alors, ça fait un saut de génération, mais ça reste de l'aviation. Et l'aviation, quel que soit l'avion, c'est super. d'Avignon. On est passé au nord des Alpilles, au nord de Fontvieille, en route vers Arles, vers la Camargue. Là on passe dans la zone de Nîmes-Garons. Tu vois en dessous, c'est la Camargue. Donc on voit les rizières. Si on regarde bien, il doit y avoir des troupeaux de taureaux, de chevaux aussi. Et puis là, on va vers deux grands étangs où il y a des roselières. Les roselières, c'est les zones avec des roseaux.
beaucoup d'avions où malheureusement les gens sont malades du fait d'être enfermés, du fait d'être sous une cloche, sous une verrière. Et puis là, tu es à l'air libre. Bon, alors tu as toujours un peu d'appréhension, tu verras quand on fera un looping tout à l'heure, tu te dis est-ce que les bretelles vont tenir. Et donc c'est l'appréhension de tomber dans le vide. Mais une fois que tu es persuadé que tu es bien attaché, bien arrimé, tu respires l'air frais, c'est beaucoup plus sympa. Et là, on va voltiger entre 2000 pieds et 3000 pieds. On va commencer par une petite boucle. C'est un looping, c'est tu pars vers le haut, tu fais toute une trajectoire circulaire et tu reviens à ta position initiale. Je baisse le nez, voilà. J'attends d'avoir 120 miles par heure. Et là, hop, on est parti. Je tire sur le manche. Là, on est à la verticale, on continue, on arrive sur le dos, et c'est là que je te dis, il faut rejeter la tête vers l'arrière, on rejette la tête vers l'arrière pour retrouver la vue du sol. Et on peut enchaîner avec une autre manip. La voltige, ça permet vraiment de te perfectionner dans la connaissance de ton avion. Donc c'est pour ça que ça reste un exercice de base. À partir du moment où tu veux faire autre chose que juste te balader en ligne droite avec ton avion. Aujourd'hui, le plaisir du vol reste intact sur les vieux avions de collection. Pourtant, en quelques décennies, les choses ont bien changé sur la base aérienne d'Istres et dans le ciel de Provence. Nous vivons en un siècle où la machine est reine. Ainsi, cet homme, qui est-il ? À quel étrange cérémonial se livre-t-il? Quelle est sa secrète perspective pour accepter de s'emprisonner dans cette sorte de scaphandre digne d'une autre planète? Le monstre qu'il s'apprête à chevaucher ferait-il de lui l'homme de l'espace? Gérard Muselli, pilote d'essai, va tout simplement contrôler un nouvel avion récemment sorti d'usine. On bricole plus. Voilà. Peut-être avant on bricolait, maintenant on bricole plus. Il n'y a plus d'aiguilles dans les avions, c'est fini, ça c'est. On ne tapote plus sur les écrans pour voir les... c'est fini. Maintenant souvent c'est l'avion qui va réagir et qui va vous dire la panne que vous avez et ce qu'il vous faut faire. Et j'ai en tête le pilote qui monte dans l'avion, les ingénieurs au pied de l'avion, parce qu'à l'époque il n'y a aucun moyen de suivi en temps réel. Le premier moyen de mesure c'est les fesses du pilote, je dirais. Et son ressenti. Donc oui, tout dépend de lui. C'est l'époque des héros, on va dire. Et encore une fois, on voit dans ces images l'esprit d'équipe parce qu'il y a toujours le mécano, le chef mécano. Il faut une confiance absolue dans l'équipe de piste parce que c'est eux qui mettent en œuvre l'avion, c'est eux qui préparent l'avion, ça c'est fondamental. L'ingénieur qui est au pied de l'avion aussi, on voit tout le temps cette communauté-là. Le rôle du pilote est lourd de responsabilité. Pourtant, il ne voudrait pas décliner l'honneur qui lui échoit. Il sait qu'autour de lui, les cœurs battent à l'unisson, révélant secrètement cet esprit d'équipe indispensable à toute réalisation de semblable envergure. Ce vol est l'aboutissement de tant d'efforts, de tant d'heures de travail acharné. On mettait le pilote à bord avec des risques parfois nettement plus importants que ce qu'on accepte de faire aujourd'hui parce que c'était l'état de la technologie de l'époque qui le nécessitait. Et finalement, c'était le pilote qui, au retour de vol, orientait avec beaucoup de précision ce qu'il avait pu observer lors de son vol et ce qu'il souhaitait qu'il ait changé. Le chef pilote d'essai a attendu ce rendez-vous avec le prototype. Il est impatient de se mesurer à la machine dont il a suivi tous les stades de construction. Et à l'époque, il n'y avait pas de réglementation du travail, il y avait très peu de sécurité du travail. Il y avait, voilà, parce qu'avoir une clope au pied d'un avion, c'est pas forcément le truc le plus prudent. Actuellement, on a des moyens de simulation, des choses qui permettent en amont de pouvoir partir sur un premier vol en toute sérénité. À l'époque, il n'y avait rien de tout ça. Et donc les gens partaient avec une forme d'aile, un moteur, et puis on espérait que l'avion il vole bien. En général, quand le pilote revenait avec l'avion, c'est que l'avion volait correctement. Et si l'avion ne revenait pas, eh ben, c'est qu'il y avait un problème et on recommençait et on faisait autre chose.
Pour moi, enfin, je sais que je pense que personnellement, j'aurais eu du mal. J'aurais eu du mal à me dire que, en partant sur un vol, j'avais toutes les chances d'y passer. Les progrès des calculs et des modélisations informatiques ont sans doute évité beaucoup d'accidents. Mais malheur à celui qui penserait qu'aujourd'hui, les essais en vol ne comportent aucun risque. Il se trouve qu'on a tous perdu des amis, hein. Ça fait partie malheureusement du travail. Donc il faut être capable de réagir rapidement, sans perdre son calme, et d'analyser l'ensemble de la situation pour prendre une décision qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Les fois où j'ai perdu des bons potes, c'est pas sur des phases finalement compliquées, c'est pas sur un essai touchy, c'est sur des phases de vol qui étaient plus calmes, où la tension est descendue. En fait, les ennuis n'arrivent jamais au moment où tu les attends. C'est assez caractéristique. C'est-à-dire quand tu fais un truc très compliqué ou très difficile, c'est tellement suivi que finalement tu es super safe. Alors que tu t'y attends pas, et ben c'est là que ça arrive. L'accident, il peut arriver. Évidemment, il ne faut pas en parler tous les matins au briefing ou en se levant, parce que sinon on va se mettre la rate au courbouillon, on va créer de l'anxiété pour rien du tout. Le but, c'est pas de se faire peur. Le but, c'est de se dire, oui, on sait que ça fait partie du risque du métier. Demander une action à un équipage, pousser l'avion dans ses retranchements comme on le demande, nécessite de s'être assuré qu'on frôle avec la limite sans jamais la dépasser. Alors, dans les essais en vol, on est aidé, bien sûr, puisqu'on a toute une salle d'écoute, il y a toute une synergie que tu as pu voir avec nos ingénieurs d'essai qui sont en salle d'écoute, qui vont avoir tous les paramètres, qui vont savoir mieux que toi comment l'avion se sent et qu'est-ce qui va ou qui ne va pas dans ton avion, et qui vont te dire, bon là on s'arrête parce qu'il y a une vanne qui commence à coller un petit peu ou un truc comme ça. Donc on est très très suivi ici. Bon, je pense qu'on va arrêter les freins. Il y a le vent qui est en train de passer travers, vous avez une phase de freinage. On est attendu à 11h dans les cales, on va arrêter ici. Aujourd'hui, aux essais en vol, rien n'est laissé au hasard. Pour autant, il reste quelques inconnus comme dans chaque première fois. C'est le cas pour les essais du dernier né des avions d'affaires français. Afin qu'ils puissent être commercialisés dans le monde entier, l'équipe des essais en vol doit démontrer qu'il peut décoller et atterrir sur des aéroports en haute altitude, là où l'oxygène est plus rare et où donc la puissance des moteurs est modifiée. Véronique est photographe pour Dassault Aviation. Elle vient de France pour photographier les essais du Falcon sur les aéroports du Colorado, qui figurent parmi les plus hauts du monde. Je viens d'arriver au Colorado, un petit peu dépaysant. Après, oui, il y a 8 heures de décalage, donc après une petite nuit agitée là où j'ai peu dormi, je conduis vers Eagle. C'est une première étape pour notre avion. Donc Eagle, c'est à 2000 mètres d'altitude à peu près, donc il va faire quelques essais. C'est quand même un nouvel avion qui va sortir, donc on a besoin d'images pour montrer qu'il vole bien et que c'est un bel avion. On roule en espérant être donc là au bon moment et faire tout pour avoir une bonne photo. Donc s'il faut traverser la Terre, on va y aller. C'est aussi ça. Puis c'est quand même, il y a pire comme endroit. Hein. Je pense que les paysages, ils changent tout le temps. Il y a de la neige, il y a des roches très rouges. Ça c'est magnifique, quoi. Les canyons, des rivières. On a passé des paysages fantastiques, c'est génial. Hein. C'est génial. Je ne pensais pas avoir l'occasion un jour de faire ça, quoi. Heures après son départ de Provence, l'avion piloté par Duche et Hervé pointe dans le ciel du Colorado pour une approche sur l'aéroport de Eagle.
On vient avec le Falcon 6X faire des essais de terrain à haute altitude pour vérifier nos performances et que tout fonctionne nominalement à ces altitudes. Un réacteur, il a une poussée au niveau du sol, au niveau de la mer. Il y a une poussée qui est déclarée. Plus on va monter en altitude, plus cette poussée va être réduite. Donc on est ici à 9000 pieds, on n'aura pas la même poussée que quand on est au niveau de la mer. Et donc il faut vérifier que cette puissance nous permet malgré tout d'utiliser ce genre de terrains qui sont situés en altitude, et non seulement de les utiliser, mais aussi d'embarquer notre charge utile, c'est-à-dire des passagers, et puis l'essence pour faire l'étape qui est prévue. On fait des choses qui sont risquées, assez risquées, donc on a besoin d'être en bonne cohésion les uns les autres, y compris bien sûr avec nos amis de la mécanique, de la piste, et puis les ingénieurs d'essai, c'est toute l'équipe qui réussit l'essai, c'est pas que le pilote. À bord, de nombreux capteurs ont été installés pour que l'ingénieur d'essai puisse contrôler tous les paramètres. La concentration est maximale. Les essais programmés aujourd'hui sont particulièrement délicats. C'est un essai où on se place dans le cas critique, c'est-à-dire avec un seul moteur. On doit démontrer que notre avion sait tenir les performances de décollage et de montée après décollage avec un seul moteur en fonctionnement. De leur côté, les pilotes ont fait le briefing du vol. Ils sont maintenant parés pour cet essai de décollage sur un seul moteur. On a l'air décontracté, mais au fond, on réfléchit bien à notre ordre d'essai, on le révise. Quand on va à l'avion, ça tourne dans la tête. Voilà, la décontraction, elle est apparente. Tous ces exercices où on réduit un moteur, être près du sol, il ne faut pas se rater. Il ne faut pas se tromper. Tu réduis le mauvais moteur au mauvais moment, tu fais un mauvais geste, ça peut avoir des conséquences importantes. Tu rentres les volets un peu trop tôt, ça peut avoir de graves conséquences. En fait, en aéronautique, on est très tendu jusqu'au moment où on s'assied là où je suis assis. Et puis là, on commence à agir et toute la tension est évacuée parce qu'on est dans l'action. On attend que les pilotes mettent en route et ensuite on va se placer en bordure de piste par là-bas. Là on a de la chance qu'ils fassent plusieurs tours, donc on a plusieurs essais, donc on peut changer des focales, on peut changer d'emplacement. Il y a quand même pas mal de choses différentes qu'on peut faire là. Mais c'est pas toujours le cas, quelquefois c'est un one shot. Il faut être aux aguets. Est-ce qu'on va pouvoir lancer le... On peut lancer la PU les gars? Ouais. Simulation de panne moteur, on va avoir le copilote qui, au moment le pire, va réduire volontairement un des deux moteurs sur idle. Comme il y a un moteur qui va se couper, on va avoir une dissymétrie de poussée, ce qui fait que le nez va partir d'un côté. C'est un challenge, on va dire, dans la mesure où ce sont des terrains qui sont quand même assez pointus. Celui-ci est situé sur une espèce de promontoire rocheux avec des montagnes partout autour. Ok, doucement je mets un gaz, 2, 1, top, c'est parti. Hervé, le copilote, doit se tenir prêt à tirer la manette des gaz vers l'arrière pour simuler la panne moteur, pile au moment du décollage. 3, 2, 1, top. Je vais rattraper ce départ du nez et ensuite je vais essayer de capturer la bonne pente qui me permet de continuer à monter. Aujourd'hui, avec du relief partout, comme on en a autour, on est bien content de continuer à monter et de trouver la pente optimum pour avoir la meilleure montée en quelque sorte, dans ces conditions de panne moteur. C'est un succès. Ce décollage sur un moteur est réussi. Demain, le Falcon se posera sur un aéroport encore plus haut pour continuer ses tests. Pas de place pour Véronique à bord de l'avion. Elle doit traverser la moitié du Colorado par la route pour continuer son reportage photo.
l'idée c'est de faire de très belles images. Et là, on a tout pour ça. On a tout pour ça, on a le cadre, on a le beau temps, des gens hyper sympathiques. L'équipe nous aide beaucoup, c'est des gens passionnés d'aviation, ce qui est sympathique aussi de travailler dans un milieu où les gens sont passionnés par leur métier, ça change un petit peu la donne quand même. Pendant ce temps, emmené par Duche et son copilote Hervé, l'équipe des essais s'accorde une petite escapade montagnarde. Il y a un groupe, donc il faut assurer la cohésion du groupe. C'est aussi l'aventure humaine qui est intéressante. Maintenant, travailler dans un bureau, c'est aussi une aventure humaine. Hein. Mais quand on est en déplacement, ça permet d'avoir une meilleure cohésion parce qu'on vit ensemble. Donc on est tous dans l'avion, on est tous ensemble le soir au resto, à la bière. Et il y a ce côté humain qui j'aime bien. Avoir l'opportunité de faire ce genre de mission, c'est un privilège, ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a plein d'endroits sur Terre qui sont magnifiques. Ouais. Et on a la chance de pouvoir aller dans tous ces coins-là. Donc on est tous passionnés. Alors moi, je suis tombé amoureux des essais en vol. L'aérodrome de Telluride est situé à 3000 mètres d'altitude. C'est la dernière étape de ces essais lointains pour l'équipe provençale. On est obligé de venir si loin parce qu'il faut trouver des terrains qui sont conformes à ce qu'on veut faire. Donc 6600, 7000 pieds le premier, 9000 le second. Donc ici dans le Colorado, il y a une large étendue de choix. On est sûr, à peu près sûr. Les montagnes, enfin les endroits dans le monde où il y a des terrains qui sont haute altitude, oui. Il y a le Colorado, il y a la Paz et toute l'Amérique du Sud, enfin les terrains d'Amérique du Sud, et puis il y a la Chine, terminé. Pendant 48 heures, Duche et Hervé vont enchaîner sans relâche des vols avec des simulations de panne au décollage et des freinages d'urgence. C'est magnifique, c'est le Colorado, ce sont des montagnes qui peuvent être très très sauvages, avec des pics rocheux sortis de nulle part. On voit des zones complètes, totales, où il n'y a pas une maison. Voilà, c'est spectaculaire. Tout a été modélisé, mais il reste des inconnus. C'est pour ça qu'il faut le vérifier en vol. Parfois, on peut avoir des petites différences entre le modèle et puis la réalité, notamment dans les conditions, puisque ce sont dans les conditions météorologiques, la finesse du modèle. Eh bien, on est là pour ça, on est là pour recaler le modèle. C'est-à-dire que ce qu'on a mesuré aujourd'hui, on va le réinjecter dans les calculs qui ont été faits, de façon à les affiner encore et encore. Mais le métier de pilote d'essai est encore nécessaire, encore utile. Sinon, si on faisait tout par le calcul, moi je resterais par terre et je ne serais pas content. Retour aux essais en vol sur la base 125 à Istres. Aujourd'hui, les pilotes s'apprêtent à faire un essai de décollage à très basse vitesse. Celui qui prépare l'avion, c'est Savinien. Il est en charge du cockpit et de l'intérieur de l'appareil. À 27 ans, c'est un véritable passionné d'aéronautique. Travailler aux essais en vol était pour lui un peu une évidence. Là où j'ai vraiment eu le déclic, c'était le premier vol du 380 que j'ai vu décoller le jour de mon anniversaire, le 27 avril 2005. C'est le fait d'avoir un énorme avion décollé comme ça dans les airs. C'est le plus gros avion commercial qui décollait, donc j'ai trouvé ça incroyable de pouvoir faire ça.
Au tout début, à la base, j'aurais bien voulu faire un pilote de chasse, mais à cause de mes yeux, j'ai pas pu. Et j'ai de suite voulu être sur le terrain, sur les avions, au contact des avions. Et puis à partir de là, je me suis vraiment intéressé à l'aviation. Et puis là, j'ai découvert un univers qui était complètement incroyable, et qui est complètement incroyable encore aujourd'hui. Savinien n'a pas pu être pilote professionnel, qu'à cela ne tienne. En amateur, il nourrit sa passion dès qu'il le peut sur l'aérodrome d'Aiguières, au pied des Alpilles. Je ferme la verrière, c'est fermé, verrouillé, on va faire les essais moteurs. Le jeune homme nous embarque pour une grande balade au-dessus de son terrain de jeu, la Provence. Alors on va partir en virage à droite, cap sur les Baux-de-Provence vers les Alpilles, on prendra une altitude de 2000 pieds, ça fait à peu près 600 mètres. Et ça y est, c'est parti, on décolle. On va peut-être avoir un peu de turbulence aujourd'hui. Les Baux-de-Provence, c'est vraiment un endroit que j'adore, c'est un endroit splendide. Ce qui est bien ici, c'est que tu survoles un paysage de montagne et quelques minutes après, tu es au-dessus de la côte. Là, tiens, regarde, les calanques, c'est juste magnifique. Là, on survole la calanque de Port-Millau avec tous ses bateaux. En continuant un peu plus à l'est, on va arriver sur le Cap Canaille entre Cassis et La Ciotat. C'est la plus haute falaise maritime de France, presque 400 mètres de hauteur. Savinien ne fait pas que des survols de la Provence. Avec Paul, un collègue ingénieur aux essais en vol, il s'est lancé dans un projet humanitaire. Amené par les airs du matériel scolaire jusqu'à une école primaire, perdue dans les sables du sud marocain. J'ai toujours voulu faire de l'humanitaire. Et je me suis dit, pourquoi pas allier passion et humanitaire. En plus de cette action-là, c'est un peu aussi un challenge personnel. J'ai jamais fait de voyage à l'étranger, donc ça va être la première fois que je quitte la France en avion. Donc ça va être vraiment une découverte, une aventure, un challenge personnel qui va être grandiose. L'huile, c'était déjà vérifié, c'était OK. Parce que là, on repart de Ouarzazate qui est où là? C'est là. C'est cette branche là. C'est le grand départ, on a fait le briefing météo. Tout va bien, on a un peu de vent, donc on va se faire un peu brasser en passant quelques reliefs. La pression monte. Avec leur cargaison de cahiers, stylos, cartables et ballons, les deux copains se lancent sur un parcours de 2200 km pour 14 heures de vol. Une vraie aventure aérienne pour aller jusqu'au bout de leur passion. Volutes de nuages surréalistes et ballets aériens finement orchestrés, pour vendre leurs avions, les constructeurs tentent de faire rêver avec des images toujours plus belles. Mais derrière ces images, il y a des séances de prise de vue très complexes, qui font appel à des compétences bien particulières. Ce matin, briefing très spécial aux essais en vol. Duche prépare le tournage d'un spot publicitaire pour la commercialisation prochaine du nouveau Falcon. Le plan a changé. Initialement, on devait aller sur les Pyrénées. On devait faire décoller le TBM 20 minutes avant et puis nous le rattraper sur zone. Il semblerait qu'il y ait une couche de nuages d'altitude dans les Pyrénées qui ne soit pas très compatible avec... Pour cette mission, un spécialiste de la prise de vue aérienne est venu avec ses idées et son storyboard. Chaque image souhaitée a été précisément dessinée. La caméra, si tu peux vraiment level ton visage level avec la caméra. Je suppose que c'est lent, ça doit être... Alors c'est assez lent, c'est vraiment, tu vois, c'est un peu comme si c'était nous qui faisions le mouvement devant. La difficulté principale de cette opération réside dans le fait de faire voler deux avions très proches l'un de l'autre.
Quand on fait de la patrouille serrée, on a toujours une porte de secours, une issue de secours, qui te permet de dégager si tu ne sens plus. Tu dégages en toute sécurité, tu t'écartes, tu reprends tes esprits, tu tries les patates, s'il y a un problème, on annule. Mais on se garde toujours une voie de sortie. Une voie de sortie. On est toujours étagé aussi, de façon à ce qu'on n'est jamais encastré. Encastré, ça veut dire que si jamais on avait un problème sur l'axe longitudinal, on toucherait aile à aile. Ça, on évite d'être encastré. Et c'est des choses qu'on fait depuis tout petit, entre guillemets. On faisait en Cap 10 ou en Fuga Magister, en Mirage 3, j'en passais des meilleurs. Pour pouvoir filmer les 2 jets en vol, il faut un 3e avion équipé d'une caméra. Le pilote de cet avion caméra est aussi un pilote d'essai rompu aux missions délicates. Un 360 par la gauche, dans la même position. On a des contraintes liées à la photo en elle-même, c'est-à-dire qu'il faut que les prises de vue soient le mieux possible. Donc souvent, les exigences du photographe ne vont pas tout à fait dans le sens de la sécurité, il veut qu'on soit trop près, trop haut, dessous, derrière, etc. Et le rôle du pilote, c'est de concilier les exigences du photographe avec les limitations de l'avion et de la sécurité. L'avion caméra, c'est celui-ci. Le réalisateur et son caméraman font les derniers préparatifs. C'est des manips qui sont onéreuses, ça implique beaucoup de choses. Parfois, on fait des vols qu'on ne peut pas refaire, au-delà de l'aspect financier. Donc oui, il y a une vraie pression. Il n'est pas question que nous, on ne fasse pas bien ce qu'on est censé faire. Donc oui, il y a une vraie pression sur chacune de ces missions. Pour ces prises de vue aériennes, c'est une caméra de cinéma dernier cri qui a été installée sous l'une des ailes de l'avion. Elle sera pilotée de l'intérieur par le caméraman. Super. Tu pourras l'effacer parce que c'est ça que j'ai utilisé pour les tests. Ok. Le grand plaisir de ce boulot, c'est quand même d'être dans son moniteur et d'avoir des images qu'on n'a jamais vues avant. De temps en temps, il y a des petits moments magiques. Moi, je sais que quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est l'atmosphère, les nuages, où en fait, on va voir des mouvements de nuages qui jouent avec les vortex de l'avion. L'heure du décollage se rapproche. L'équipe de tournage est quasi prête. Il est temps de préparer les acteurs. C'est l'avion caméra qui décolle en premier, suivi de près par les 2 Falcon. Dans la salle d'écoute, les ingénieurs sont à leur poste. L'avion caméra et les 2 jets vont être observés de très près grâce à une surveillance vidéo retransmise en direct. Le réalisateur et son caméraman sont installés à l'arrière de l'avion caméra. La caméra est télécommandée par un joystick et les images sont contrôlées en temps réel. Le réalisateur peut ainsi donner ses directives pour placer les avions comme il le souhaite dans son cadre. Ah, c'est joli ça. Vas-y, prends-moi les 2. Voilà, descends encore un peu, descends encore un peu, descends encore un peu. Ah, c'est très beau. Ok, on passe au plan 2. Et on demande à Duge de monter un peu s'il peut. Ouais. C'est parti. C'est génial la mer qui apparaît un peu derrière. Ouais. On descend un peu, hein, on aura des nuages. Putain, ça fait tous les nuages. Hein. C'est magnifique. Vas-y, resserre un peu. Ouais, c'est bien que les nuages... Attends, on laisse vivre un peu. Ouais. On laisse vivre un peu, il nous reste 6 minutes, on a le temps de faire l'autre plan. Est-ce que tu peux te mettre un petit peu plus haut en étagement, Duche ? Peut-être tu peux aller passer d'un à l'autre, Alec. Voilà. Ça c'est magnifique, voilà. Voilà, ça c'est très très beau, voilà. Tu veux que je parte sur celui du bas ? Fais un aller-retour entre les deux. Passe là et tu vas te chercher l'autre et on continue le virage. Vas-y, tu passes sur l'autre.
ben merci à toute l'équipe, tout à l'heure. Merci Damien. Tchuss. On ne mesure pas de notre chance et en fait, effectivement, à 50 ans, faire encore du Rafale et puis faire le matin du Rafale et l'après-midi du Falcon, c'est incroyable. C'est incroyable. Tous les pilotes diront qu'après quelques jours ou quelques semaines d'interruption, ils sentent le besoin de retourner voler. Donc ça peut être vu comme une forme d'addiction, ouais, peut-être. C'est une addiction. Une drogue? Une drogue. Dur? Pas dure, douce. Toute bonne chose a une fin. Donc je pense qu'il y a un moment donné où on est capable de tourner la page. Effectivement, pour nous, le plus tard, le mieux.